Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience. Avant tout, merci beaucoup Alain d'accepter de participer à ce podcast. Peux-tu te présenter ? Bien sûr, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alain Collongue. Je fais du vélo depuis très longtemps, puisque ma première licence, c'était en 1967 à la FFCT, dans un club qui s'appelait la SPTT Paris. J'ai donc roulé de nombreuses années avant de rencontrer les diagonales. Et même, je dois dire que les diagonales, je les ai faites sur le tard, très tard, puisque la première était en 2011. J'avais donc déjà 62 ans. Et ensuite, j'ai fait dans les 4 années suivantes les 8 diagonales qui manquaient pour avoir fait les 9. Et puis c'est tout. Je n'ai pas ensuite fait dans l'autre sens ou je n'ai pas redoublé de diagonales. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps avant de faire des diagonales ? Alors là, pourquoi j'ai attendu longtemps, je vais vous le dire. Et bon, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je dirais que je méprisais les diagonales. Mon club était un club plutôt orienté course, enfin pas vraiment, mais bon, cyclotourisme rapide, disons, et les diagonales avec toute la difficulté de les préparer, de faire la feuille de route, la complexité aussi pour se rendre sur les lieux de départ et d'arrivée, et puis le délai qui était quand même plus large que celui de Paris-Brest, me disait bon, par rapport à Paris-Brest, c'est rien, voilà. Et je n'étais pas tenté par l'idée de faire des diagonales. Et puis j'ai un camarade qui en avait déjà fait 2 diagonales et qui souhaitait continuer le cycle des diagonales et qui n'arrêtait pas de me dire « Mais Alain, viens avec moi, on va faire des diagonales ». Lui, il ne voulait pas les faire tout seul, hein, ça c'est sûr. Et j'ai fini pour lui faire plaisir, pour dire « Ok, je vais faire une diagonale avec toi ». Et ça a été la première diagonale qu'on a faite, j'avais donc déjà 62 ans. Et donc tu m'as dit qu'une diagonale c'était facile, c'est pour ça que tu voulais pas t'y aventurer, c'est bien ça ? Ouais, c'était tellement mon idée que c'était facile que lorsqu'il m'a dit on va faire une première diagonale, j'ai dit ouais mais c'est compliqué pour aller revenir après, il faut qu'on revienne au point de départ, donc on va pas en faire une, on va en faire 3. On va faire Dunkerque-Monton, Monton-Hendaye et Hendaye-Dunkerque. Bon. Présomptueux, vraiment lamentable. Et il se trouve qu'à la fin de la première diagonale, on a dit, bon, non, ça suffit comme ça, on va en faire une, c'est déjà pas mal. Et on a reporté à l'année d'après, et il y a les 2 autres diagonales pour lesquelles on était inscrits. Mais voilà. Tu veux dire, c'était pas si facile que ça ? C'est pas si facile que ça, et c'est loin d'être si facile que Paris-Brest, je dirais. C'est même, pour moi, je pense que c'est plus dur. On reviendra là-dessus parce que c'est étonnant. Et comment tu te souviens de tes premières diagonales, comment tu faisais ta feuille de route ou... Alors là, la feuille de route, j'avoue que c'était un peu à l'arrache, c'est-à-dire que, je ne connaissais pas le GPS, je n'utilisais pas, et donc c'était les grands axes. Il ne fallait pas se perdre, c'était le principal souci, ne pas se perdre, et comme on avait, la manière de procéder était un peu bourrin, on roulait quand même pas mal la nuit. Et donc la nuit, pour ne pas se perdre, il ne s'agit pas d'aller se balader sur des départementales ou des chemins vicinaux. Donc on restait sur des grands axes, avec des erreurs de parcours importantes, des passages sur des 4 voies, avec des voitures qui klaxonnent, parce que évidemment on n'a rien à faire là. Voilà, donc on passait pas beaucoup de temps sur la préparation, ça je l'avoue. Là je parle des premières. Les dernières, il y a eu un changement radical parce que j'ai eu l'enseignement d'un copain qui m'a bien expliqué qu'on pouvait faire autrement. Et voilà. Et quand tu dis un peu bourrin, tu veux dire que tu partais sur des étapes de 280 km ou tu partais pour en faire 600 et tu t'arrêtais ? Comment tu gérais ? Oui, c'est ça. On faisait ce qu'on appelait des 40 heures, c'est-à-dire qu'on partait 4 heures du matin, on roulait toute la journée, toute la nuit et tout le lendemain jusqu'à 8 heures du soir. Voilà, 40 heures et au bout il y avait minimum 600 bornes. Quoi. On pensait que comme ça on était tranquille pour la suite. En fait on a été crevés et la suite, elle se passait plus ou moins bien. Il y en a même eu certaines où ça a été un peu juste. Hein. On est rentré dans les délais, mais bon... Voilà, donc c'est pas forcément la bonne méthode, mais c'était la nôtre. Et puis, au fond de moi-même, j'expliquerai
un peu plus loin que la dernière diagonale que j'ai fait tout seul, eh bien, je suis revenu à ce... Voilà, je l'ai refaite de cette façon-là parce que c'est en moi, quoi. Voilà. C'est ta manière de fonctionner. C'est ma manière de fonctionner, oui, oui. Rouler fort dès le départ, quand on est frais, machin, et puis faire une nuit complète. Alors qu'on peut faire autrement. Ça, j'en ai fait d'autres autrement. Ok, et alors, c'est pas la peine que je te pose la question, comment tu gères l'effort? Ben oui, je gère l'effort comme un bourrin, c'est-à-dire, bon, on part, bon, quand même, non, il faut pas exagérer, on ne cherche pas à rouler à 28 ou 29 à l'heure, hein, mais quand même, on roule assez soutenu, puis tant que ça va, quoi. Et puis, perte de temps minimum à tous les arrêts, arrêt très court, hein, ça, c'est pas question de s'arrêter 1 heure, 1 heure et demie au restaurant, hein, Tu peux avoir une idée approximative sur une journée de 300 km, allez, ou plus, tu t'arrêtes combien de temps sur une diagonale dans la journée? Ah ben, il faut pointer, s'arrêter en tout, je sais pas, peut-être 1 heure en tout. Ok. 1 heure et quart, mais pas beaucoup plus. On s'arrêtait peu. Tu as fait des diagonales en solitaire et à plusieurs, c'est bien ça? Oui, j'en ai fait 2 en solitaire et 7 à plusieurs. 2 ou 3 personnes. Oui. Ok. Et quand tu dis une diagonale en solitaire, on va revenir à Paris-Brest, mais c'est quand même très différent entre une diagonale en solitaire et un Paris-Brest avec autant de participants. C'est différent, oui. C'est pas tellement le nombre de participants, parce que les Paris-Brest, pour moi, on est seul quand même. Il y a des participants, c'est vrai, mais il faut pas trop s'en occuper. Il faut écouter son corps et voilà, et s'occuper de soi. Si on commence à se dire, si je roule avec eux, ça va aller mieux, c'est mes copains, on va mieux s'entendre, ça va mieux passer, c'est pas forcément exact, parce qu'ils auront sommeil quand on n'aura pas sommeil, ils auront envie de manger quand on n'aura pas envie, ils auront, voilà, et puis des problèmes mécaniques, ils vont crever, on s'attend, etc. Pas une différence fondamentale entre une diagonale en solitaire et Paris-Brest. Si, il y a une différence fondamentale qui est que dans un Paris-Brest, tous les 80 km, il y a un contrôle. Donc même la nuit, on peut se ravitailler, on peut se reposer, on peut faire ce qu'on veut. Alors que sur une diagonale, non, la nuit, rien du tout. Si on n'a pas prévu, si on n'a pas bien calculé, on peut se retrouver en difficulté quand même. Hein. Sur le matin, les cafés ou les boulangeries ouvrent parfois très tard, ou c'est un jour férié, ou... voilà. Est-ce que c'est pour ça que pour toi, une diagonale, c'est plus difficile que Ouais. Paris-Brest? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que pour moi, une diagonale est plus difficile que Paris-Brest-Paris. Oui. Même si le délai de Paris-Brest est un peu plus court, pas tellement finalement, que celui d'une diagonale. Oui. Et alors, j'en reviens aux diagonales. Au début, tu voulais pas, en fait, tu as fait les 9. Est-ce que pour toi, il y a un esprit diagonaliste, un esprit de solidarité chez les diagonalistes? Oui, alors oui, là, c'est vrai, il y a un esprit de solidarité. Je vais vous donner un exemple qui est sur une diagonale. C'était Hendaye-Strasbourg. J'en avais parlé, j'avais dit que j'allais faire ça avec mon copain Michel, et il y a quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Yves Lanoé, qui est un diagonaliste, il en a fait au moins plus d'une vingtaine, qui m'a dit, écoute, si tu fais ça, tu vas pas passer très loin de chez moi, tu me dis quand tu pars, on pourrait peut-être faire un petit bout ensemble. En fait, il n'était pas sariste, mais il a fait exactement ce que font les saristes. Et puis, à hauteur d'une ville qui s'appelle Serres, du côté d'Auxonne, en Saône-et-Loire, non, en Haute-Saône, excusez-moi, en Haute-Saône, on avait un problème, un gros problème, puisque la roue arrière de mon copain s'est mise à faire un bruit infernal, à siffler, les roues Mavic, et puis... En continuant, au bout d'un certain temps, elle tournait carrément plus du tout. Elle ne faisait même pas qu'elle faisait pignon fixe, elle tournait plus. Et même à la main, beaucoup de mal à la tourner, donc on ne pouvait plus continuer. Et on était en race campagne, et ça devait être un week-end de Pentecôte, enfin tout était fermé, et c'était bon. Et donc là, j'avais mon téléphone portable, et miracle, ça passait. Et j'ai eu mon ami Yves Lanoé au bout du fil, qui tout de suite, alors il n'y a pas eu une seconde, il m'a dit, j'ai une roue, j'arrive. Il y avait un peu plus de 100 km à faire, il est venu devant nous, et 1 heure et demie après, il était là, avec une roue, c'était pas les bons braquets, c'était pas le bon anthrax, mais enfin ça allait, on s'est débrouillé, et on a pu finir la diagonale grâce à l'entraide de Yves Lanoé. Oui. Donc ça existe, la solidarité anti-diagonaliste, c'est pas un vain mot, et je vous dis, Yves, il a dit, j'arrive tout de suite. Beau geste. Sur tes 9 diagonales, donc tu n'en as abandonné aucune. Oui.
Tu as eu des diagonales où tu roulais comme un bourrin, d'autres diagonales où tu as roulé de manière plus régulière, mais néanmoins, tu es arrivé au bout des 9. Alors, en dehors des diagonales, tu as un passif très fort en Paris-Brest. Tu as fait 12 Paris-Brest-Paris, c'est pas rien. Le premier à 22 ans, et le dernier, tu l'as fait quand? J'ai fait en 2019, j'avais 70 ans, oui, c'est ça. Et j'aurais bien voulu en faire encore un, mais bon, le corps commande des fois, et voilà. Même si la tête voudrait bien y aller, le fait qu'avec la fatigue, le manque de sommeil, je penchais énormément, même au point de finir par ne plus pouvoir rouler droit. Mais bon, voilà. Les épreuves de plus de 24 heures me sont maintenant interdites. Donc c'est pas le manque de muscles, d'efforts. Ouais, c'est ça qui est le plus navrant. C'est que je pense que le moteur est bon, je pense que les muscles vont bien, mais c'est l'équilibre. Le problème, c'est un problème d'équilibre au niveau, je pense, du cervelet. Enfin bon, j'ai un fils qui est neurologue, il ne sait même pas m'expliquer ce qui se passe. Tout ce qu'il peut me dire, c'est t'as qu'à dormir, et puis ça, tu n'auras pas de problème. Évidemment, il a raison, ça, j'ai qu'à dormir. Et faire un... Alors, tu peux me... Donc, la dernière, c'était en 2019. Tu l'as fait en quel temps, ton Paris-Brest-Paris? 86 heures et des poussières, la dernière, oui. Ok. En dormant, de fait? Alors là, en dormant, en me forçant, attention, alors là, c'est encore un truc, en me forçant à dormir, parce que j'avais pas vraiment sommeil. Mais je savais que si je ne dormais pas, j'allais partir tout à fait à droite et me remettre à pencher terriblement. Donc je me suis forcé à dormir, et je vais même dire un truc, j'ai même pris un petit comprimé pour dormir. Alors, c'est un truc... je me souviens, à une époque, sur un forum, on discutait de Paris-Brest, et quelqu'un demandait si on pouvait prendre quelque chose pour dormir. C'est complètement fou. Prendre un truc pour dormir à Paris-Brest, c'est tout le contraire. Il faut prendre quelque chose pour pas dormir. Eh bien, si. Et bon, et en respectant les heures de sommeil, en m'imposant les heures de sommeil, c'est passé. Mais c'est passé tout juste, parce que les 400 derniers kilomètres étaient bien de travers. Enfin, bon. Alors de travers, donc ton corps penche, mais tu tires pas à droite en roulant. Tu vas tout droit, mais le corps est penché, c'est ça? Au début, tu tires pas à droite, mais quand tu insistes un peu trop, si, il finit même par tomber. Hein, si. C'est pas à Paris-Brest, ça a été. Je suis pas tombé, mais il y a eu un brevet de 1000 que j'avais fait en préparation et qui m'a servi de leçon, que j'ai pas pu terminer. J'ai fait 920 km et puis les 80 derniers, c'était plus possible. Je suis tombé 3 fois parce que j'arrivais plus à garder la. Alors que le délai était encore suffisamment large. Mais je n'avais plus l'équilibre. 12 Paris-Brest de 22 ans à 70 ans, quand même une performance magnifique, il faut le reconnaître. À 22 ans, tu te souviens du temps que tu as mis pour Paris-Brest? À 22 ans, j'ai mis à peu près le même temps que j'ai mis à 70 ans, c'est-à-dire j'avais mis même 88 heures et les poussières. Ouais, c'est ça, c'était le délai maximum. Mais je débutais, je connaissais rien. Je rentrais d'un voyage assez long, Budapest, Vienne, Prague, enfin bon, on avait à peine récupéré avec mon ami, on est parti dans Paris-Brest comme ça, la fleur au fusil, quoi. Bon, évidemment, on a eu sommeil. Hein, ça. Et tu t'es inscrit à tous tes Paris-Brest sur les 90 heures? Non, j'ai fait... Bon, au début, il n'y avait d'ailleurs pas cette distinction. Mais après, quand il y a eu les trois délais, j'ai fait tous les délais. J'ai fait 90, 84 et 80. J'ai fait beaucoup en 80, dans le délai des 80 heures, oui. Et par mon chiffre, alors ton temps le plus court? Le temps le plus court, c'était 51h25 quand j'avais 50 ans, en 1999. Et pourquoi un si bon temps à 50 ans et non pas à 30 ans? Alors, bon, ce Paris-Brest, déjà, bon... Tout s'est bien passé, notamment j'ai pu rester dans le groupe de tête jusqu'à Fougères, parce que ça roule fort au début, mais après ça se calme quand même. Hein. Mais après à Fougères, moi j'avais pas d'assistance, donc ils avaient tous l'assistance, donc ils sont repartis à toute vitesse. Le temps que je remplisse le bidon et que je mange un petit quelque chose, c'était déjà trop tard. Donc voilà, et après, bon... J'ai roulé à ma main, ça a été. Mais j'avais au départ 12 ou 13 000 km, chose que je n'avais jamais pu avoir avant, parce que, il est arrivé un truc intéressant qui s'appelle les RTT, et voilà, j'ai pu rouler davantage. Donc, un lien assez fort entre l'entraînement et le temps de Paris-Brest, c'est ça? Oui, un lien très fort. Et là, je pense que la formule que m'a appris Jean-Michel Richefort, il faut avoir 10 fois la distance d'un brevet quand on veut le faire en entraînement, elle est juste. Ça dépend de l'âge. Quand on est jeune, on a besoin de moins d'entraînement que quand on est âgé. Mais Paris-Brest, 12 000 bornes, c'est bien, oui.
Ok. Tu as fait tous tes Paris-Brest sans assistance, Oui. c'est bien ça. Oui, Pourquoi oui. ce choix? Tu n'en voulais pas? J'en voulais pas. Ben, je sais pas. Non, c'est même pas un problème doctrinel. C'est pas parce que j'en voulais pas, parce que ça se fait pas, parce que non. Mhm. Mais on m'a pas proposé. Et puis le club ne faisait pas. On Ok. voulait comme ça. Voilà. Je pense que si j'avais pu le refaire en 2023, j'avais pas eu ces problèmes de pencher, j'aurais eu une assistance. Oui. Ok. Quand tu as une expérience telle que celle-ci sur Paris-Brest, que peux-tu dire, toi, sur ton alimentation, ton hydratation? L'alimentation, j'ai pas de choses bien particulières à dire. Paris-Brest, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps dans les contrôles, le minimum. Donc les contrôles, quand on veut s'alimenter en mangeant au self dans chaque contrôle, on perd du temps, beaucoup de temps même. Donc j'ai emporté des sandwichs. Et puis dans les villes étapes, il y a le restaurant, le self, mais il y a aussi des petites boutiques à côté où on peut acheter des petits trucs. Bon, ben voilà, je me suis souvent alimenté comme ça. Et en particulier en 99, il y avait une boisson qui s'appelait le 640, au Versil 640, qui était une poudre qu'on mélangeait à l'eau et qui apportait en principe, je sais pas, 640 kilocalories. Et ça m'a parfaitement réussi. Hein. Oui, oui. Et, les boissons, l'hydratation, oui, mais c'est pas un problème, puisqu'il y a des gens tout le long de la route qui vous remplissent vos bidons si vous avez besoin. C'est pas compliqué. C'est moins compliqué qu'une plus simple diagonale. qu'une diagonale. Eh oui, Parce que tu as de l'assistance de fait par les gens qui sont là. Voilà. Quand tu fais du long comme ça, est-ce que tu avais des douleurs, fesses, poignets, fourmis, nuque, etc.? Alors j'en ai eu dans les premiers Paris-Brest. Je me souviens notamment d'un Paris-Brest, je ne sais plus lequel c'était, 79 peut-être, où la mode était aux pneus extra fins, notamment ce qu'on appelait les Michelin Élan, qui faisaient 19 de section. Et là, oui, là c'était dur, hein, ça tapait pas mal. Ensuite, j'ai eu des pneus, mais jamais dépassé 25 ou 26 de section, pas plus gros. Mais des bons pneus, c'est-à-dire des panards à serre, ce qu'on appelle aujourd'hui des pneus grand bois aussi, enfin des pneus faits main, souples, pas des tuyaux d'arrosage, hein, et avec des chambres à air, souvent des chambres à air en latex, qui sont plus confortables. L'ennui, c'est qu'il faut regonfler. Elles tiennent pas les 1200 bornes avec la pression du départ, donc il faut regonfler en route une ou deux fois. Mais c'est quand même c'est plus confortable. Je pense que ça, c'est important. Alors maintenant, pour pas avoir mal aux fesses, il y a le cuissard. Bon, là, moi, je n'ai jamais désigné là-dessus, c'est cuissard à sauce. Hein. Mais un cuissard, hein, j'en porte pas des cuissards de rechange. Hein. Okay. Un cuissard, voilà. Bon, ok. Et puis la selle, c'est une selle Italia qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est pas une selle en cuir, parce qu'elles sont lourdes. Avec celle-là, elle est plus légère. Donc le poids, quand même, ça compte. Alors justement, quand on parle de poids, de selle, on va parler de vélo. On reviendra après sur Paris-Brest. Ton vélo, c'est quoi ton vélo de Paris-Brest? Alors, sur les 12, j'en ai fait 10 avec le même vélo. Les deux premiers étaient un vélo de marque René André, qui était un vélo relativement ordinaire. Et ensuite, j'ai fait faire un vélo chez Alex Singer, et c'est donc un vélo sur mesure, un vélo Singer, qui est mon vélo de Paris-Brest. Et j'en ai un autre Singer qui n'est pas le même, qui est plus pour les diagonales, parce que celui-là, sur l'autre, je peux mettre des porte-bagages, des sacoches à l'arrière, j'ai un porte-bagages arrière, il est plus adapté au transport de bagages. Tandis que celui de Paris-Brest, il y a juste le petit porte-sac à l'avant, il y a un petit porte-sac à l'avant avec un petit sac de guidon, qui ne tient d'ailleurs même pas au guidon, qui tient uniquement au porte-sac. Et puis voilà, quoi, une petite sacoche sous la selle, et les bidons, et c'est tout, et le reste dans les poches, voilà. Donc ce vélo-là, il doit faire à peu près, c'est un Renault 700, ah non, celui-là c'est du Renault 531, mais il est quand même relativement léger, et il m'a fait 10 Paris-Brest. Bon, il les a fait, mais j'ai quand même eu des soucis, et les constructeurs des vélos Singer, Ernest Chouka, m'a changé plusieurs tubes. Ouais. Il faut quand même le dire. Pourquoi parce qu'il doit avoir 160 000 km, il commence, je transpire, ça rouille, il y a eu des petits soucis, mais ce vélo-là, c'est celui que je consacrais à Paris-Brest. Alors, pas besoin de triple plateau, il avait un double plateau, simplement, avec un plateau de 34, petit, voilà. Puis à l'arrière, je vais avoir 7 ou 8 vitesses, mais j'avais jamais eu 11 ou 12 vitesses. Okay. Quand on parle d'un vélo sur mesure, tel que ton Alex Singer, par rapport à un vélo prêt à porter,
que je vais acheter, il y a vraiment une différence, Oui. il y a une importance à avoir un vélo à soi. Oui, il y a vraiment une différence entre un vélo qui est fait pour soi, vraiment fait sur mesure, et un vélo qu'on essaye d'adapter plus ou moins bien en montant la selle, en la descendant, en changeant la potence, mais ce ne sera jamais tout à fait pareil. Mais je vous parle, je vous parle d'un temps ancien. On ne faisait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les études posturales. Moi, quand je suis allé au Chiclo-Saint-Ger, je suis allé avec mon ancien vélo. Ernest Souka a regardé. Il a vu ce qui allait, ce qu'il fallait un peu améliorer. Et il m'a fait mon cadre comme ça. Et tout de suite, j'ai été bien dessus. Donc la différence, c'est quoi? C'est les dimensions précises du cadre, c'est la matière du cadre, c'est les roues, c'est quoi qui va faire la grande différence? C'est tout. Les roues, ça compte beaucoup. Les roues, ça compte énormément. Il ne faut pas lésiner sur les roues. Là, les derniers Paris-Brest, j'ai des Duras C24, c'est des très très bonnes roues, vraiment. Mais c'est pas des roues carbone, hein, c'est des roues en alu. Hein. Les roues, les pneus, chambre à air, ça, c'est primordial. Ensuite, la bonne position sur le cadre, quoi. Moi, j'ai jamais eu mal à la nuque, j'ai jamais eu ce genre de problème. J'aime bien mettre les mains en bas du guidon aussi, voilà, pas forcément toujours les mains en haut. Pour moi, tu es un rapide, tu mettais des prolongateurs ou ça se faisait pas trop à ce moment-là? Ça se faisait pas, j'ai jamais eu de prolongateur. Alors là-dessus, j'ai pas trop d'opinion. En dehors du fait que ça doit faire 200 ou 300 grammes de plus. Tu es attaché au poids du vélo, toi? Oui. Enfin bon, j'ai eu une période où effectivement, je pesais tout. Hein. J'étais vraiment très attaché au poids. Ça m'a un peu passé parce que quand même sur le cadre lui-même, c'est peut-être pas si important que ça. Sur les roues, c'est important. Oui. Alors là, les prolongateurs, peut-être que, bon, c'est trop tard, mais peut-être qu'aujourd'hui j'essaierai, oui. Sur ton Saint-Ger, tu as quel système d'éclairage? Alors, j'ai eu pendant très très longtemps, j'ai eu au début des lampes torches, avec des piles, 3 grosses piles. Alors, ça vibrait, les piles mataient le culot de l'ampoule, et ça faisait plus contact. Problème, donc l'éclairage a été longtemps un énorme problème. Surtout l'avant. L'arrière, bon, il y avait des trucs un peu mieux quand même. Mais l'avant, c'est un... Alors après, il y a eu un éclairage, alors je me souviens plus, Lésine, je crois que c'était la marque, avec, c'était plus des ampoules à filament, c'était des LED, et ça éclairait, bon, beaucoup mieux. Mais ça restait quand même un éclairage à pile. Et les 2 derniers Paris-Brest, j'ai fini par céder sur le moyeu dynamo, qui est plus lourd. Qui freine parce qu'on le sent. Moi, je suis désolé. Certains disent qu'ils ne le sentent pas. Je sens quand même quand la lumière est allumée. Alors là, on le sent. Quand la lumière est éteinte, on le sent moins, mais quand même, ça fait. C'est pas fluide. C'est pas fluide comme un moyeu Campagnolo, quoi. Ah, t'as une perte. Oui. Il y a une perte. Alors. Peut-être c'est quelques watts, ça ne doit pas aller bien loin, mais psychologiquement, c'est bon. Bon. Mais c'est clair, sans comparaison. Et puis il n'y a plus de soucis de piles qui s'usent, il n'y a plus de soucis d'ampoules qui claquent, il n'y a plus. Bon, voilà. T'as l'autonomie. C'est beau, oui, ça c'est beaucoup mieux. Alors, j'en reviens au début de l'entretien. Tu disais que tu roulais sur une diagonale. Je trace tout ce que je peux d'abord. J'imagine que tes Paris-Brest, tu les fais sans cardio-fréquence-mètre, sans cadence, sans rien. Tu les fais qu'avec ton corps et à la sensation. Hein. Oui, j'ai pas de cardio. Tous les gens qui parlent du tableau de bord qu'ils ont sur leur poste de conduite, là, moi j'ai 3 fois rien, un petit compteur qui me compte les kilomètres, et puis voilà, c'est tout. Et puis quand même, maintenant, mais pour Paris-Brest ça sert à rien, mais j'ai un GPS quand même. Alors voilà, c'est un truc qui m'a été enseigné par un camarade qui s'appelle Max Audouin, avec qui j'ai fait quelques diagonales, et oui, c'est un progrès incontestable parce que ça permet de prendre des petites routes, au lieu des grands axes dont j'ai parlé au début. On peut s'aventurer sur des petites routes sans risque de se perdre et ça, la sécurité est bien meilleure. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, pourquoi ça ne sert à rien sur Paris-Brest un GPS? Parce que c'est fléché. Paris-Brest est très bien fléché. Quand on n'est plus sur le parcours, il y a une croix qui indique que la route n'est pas la bonne. Bon, maintenant c'est moins vrai, mais autrefois on avait le même parcours à l'aller et au retour. Donc on voyait les autres qui montaient quand on était là sur le retour. Et si on voyait plus de lumière pendant 5 minutes, c'est qu'il y avait un souci. Maintenant c'est moins vrai parce que les parcours sont séparés aller et retour parce que c'était éblouissant. Ceux qui se croisaient éblouissaient les autres.
Donc c'est mauvais, mais c'est fléché, Paris-Brest, c'est bien fléché. Alors, à propos de Paris-Brest, et je vais penser notamment à l'Audax Club parisien, l'organisateur. C'est une très grosse organisation, Paris-Brest. Je pense au cafétéria, aux villes-étapes, aux dortoirs. Comment ça s'organise tout ça? C'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est devenu une énorme organisation ce n'était pas du tout au début. Les Paris-Brest que j'ai connus en 71, par exemple, l'Audax Club parisien demandait dans un café un petit coin pour se placer et accueillir les gens qui arrivaient et contrôler, taper, donner un coup de tampon et point final. Le reste appartenait aux participants qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ils pouvaient manger là, ils pouvaient manger plus loin, ils pouvaient dormir dans un champ s'ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les villes-étapes, progressivement, ont voulu en faire plus, ont voulu montrer qu'elles étaient contentes d'accueillir Paris-Brest et offrir aux participants un peu plus de confort. Donc elles se sont mises à mettre en place de la restauration, à mettre en place des dortoirs, à mettre en place des douches, à mettre en place un service médical, etc. etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces installations ne sont pas de la responsabilité de l'ACP. L'ACP demande juste d'avoir un endroit pour faire le contrôle, point final, et le reste, c'est la ville-étape qui l'assure. Et si dans cette prestation, elle n'est pas à la hauteur, elle est souvent à la hauteur, parfaitement, hein, mais si elle n'y est pas, pour les participants, c'est la faute de l'ACP, mais la réalité n'est pas celle-là. C'est pas la faute de l'ACP. L'ACP a remis à la ville-étape un cahier des charges, en disant voilà ce qu'il faut, ce que vous pouvez proposer, ce que vous pouvez proposer, il faut que ce soit comme ci, comme ça, mais sans plus. Et là, il y a un peu, pour nous, à l'ACP, il y a quelque chose qui est un petit peu ennuyeux, parce qu'on nous tient responsable de l'ensemble de l'organisation, alors que ce n'est pas exactement le cas. Et je pense qu'on va essayer que ce soit plus clair à l'avenir, en séparant très clairement les fonctions dont l'ACP est responsable, qui sont tout ce qui est le contrôle, la sécurité aussi, et le reste, toutes les prestations que je dirais plutôt de confort, qui sont le fait des villes-étapes. Donc si elles veulent ensuite faire quelque chose de prestigieux avec des plats gastronomiques, c'est leur problème. Si elles veulent vendre des canettes à des prix qui sont beaucoup trop élevés, c'est aussi leur problème. Voilà. Mais nous, à l'ACP, une fois qu'on aura contrôlé la personne, on lui expliquera que voilà, vous pouvez manger là, mais vous pouvez aussi aller manger un peu plus loin, dans la ville, ou bien au bord de la route. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous proposer des choses. Donc, je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'un peu plus simple que ce que c'est en train de devenir, parce que ça prend des proportions vraiment importantes. Hein. Avec 8000 participants... C'est une très bonne précision que tu apportes. Pour moi, les gens dans les villes accueil faisaient partie des bénévoles ACP, mais en fait, non. Non. Les gens des villes d'accueil ne sont pas liés, enfin, ne sont pas des ACPistes. Ok. Tu parlais de 8000 personnes. Paris-Brest-Paris, c'est une très grosse machine, de nombreux participants. Depuis quand c'est devenu international ? Alors, Paris-Brest-Paris, jusqu'en 1983, je dirais, était 98% français. Il y avait quelques Anglais, il y a eu quelques Américains dans les années 79 qui ont commencé à venir. Mais bon, il n'y avait pas d'Allemands, il n'y avait pas d'Italiens, il y avait des Belges, oui, des Belges et des Néerlandais, oui. Et puis, les brevets, c'était des brevets randonneurs français. En 1983, ils sont devenus brevets randonneurs européens. Et après, ils sont devenus brevets randonneurs mondiaux, en 1987. Et là, ça a commencé, l'arrivée des non-français a commencé à devenir de plus en plus importante. Et chaque Paris-Brest, chaque édition, il y a la proportion d'étrangers augmente, au point qu'on est aujourd'hui à pratiquement 75% d'étrangers et 25% de Français, alors qu'on est parti de chiffres totalement différents. Dans cette proportion-là, j'ai plus en tête le nombre de nationalités qui sont représentées, c'est énorme. C'est 70. Le dernier Paris-Brest, il y avait 70 nationalités différentes. Alors que jusqu'en les années 80, il y avait 5-6 nationalités, un peu plus. Hein. Et donc, pas uniquement européenne, mais vraiment mondiale. Ah oui, mondiale. Là il y a des gens qui viennent d'Asie. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie. Hein. Donc, Paris-Brest, les diagonales, on a des similitudes de distance et de délai. Je souhaite me lancer dans de la longue distance.
quel conseil tu pourrais donner? Je sais que c'est difficile à quelqu'un qui aimerait faire ça, mais qui a peur, qui n'ose pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, déjà, j'aime pas trop être donneur de leçons. C'est pas mon genre de dire aux gens il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Chacun fait comme il le sent. Mais bon, il y a quand même effectivement des erreurs basiques, à mon avis, à éviter. Notamment un vélo qui n'est pas en état. Paris-Brest, moi je pars avec des pneus neufs, par exemple. Je ne me viendrais pas à l'idée de partir avec des pneus qui ont déjà 3-4 000 km. Ça, c'est l'assurance d'avoir enfin, l'assurance. La grande probabilité d'avoir des soucis. Des patins de frein neufs, la chaîne, la transmission, la roue libre, enfin la cassette neuve avec une chaîne neuve. Ensuite quoi d'autre comme gros... Ah oui, l'habillement, partir avec un cuissard acheté chez Lidl, comme j'ai vu faire. Hein. C'est l'assurance d'avoir des soucis. Hein. Donc un cuissard de très bonne qualité, ça c'est important. Avoir aussi quelque chose contre le froid, parce qu'à Paris-Brest, les nuits peuvent être très froides. Même si au départ il fait chaud, avec la fatigue, on ressent davantage le froid. Pas forcément d'avoir un Gore-Tex ou un truc. C'est très encombrant, donc c'est ça l'ennui. C'est que quand on ne le met pas, on ne sait pas où le mettre. Donc, moi j'utilise encore l'imperméable de coureur, un truc tout simple, mais qui n'est pas tellement respirant. Donc c'est ça l'ennui. Donc quand il fait vraiment mauvais temps, je préfère presque être mouillé que de transpirer trop sous quelque chose qui n'est pas... Mais là, je parle en ancien, je pense qu'il y a des produits, des tissus modernes qui sont respirants et pas trop encombrants. Donc, bon, là, je n'irai pas trop loin là, sur ce sujet-là. Pour l'alimentation, il n'y a rien de spécial, sauf que c'est une erreur de perdre 1 heure dans un self pour manger un beefsteak et des frites. Hein. Ça, c'est une erreur. Hein. On n'a vraiment pas besoin de ça. Beaucoup de gens mangent trop à Paris-Brest. Ils croient qu'à chaque contrôle, il faut s'empiffrer. À mon avis, non, ça en est loin. Hein. Moi, les Paris-Brest, où j'ai bien marché, je m'arrêtais carré aller, carré retour et Vilaine-la-Juhel. Manger vraiment, un vrai repas. Le reste, c'était... voilà. C'est les sandwichs que j'avais emportés ou j'achetais, même en route, pour m'y acheter dans une boulangerie. Hein. Oui, et bien sûr, avoir fait les brevets avant, qui permet quand même de se situer. Oui, bien sûr. Mais les brevets, moi j'ai toujours été... Mon club marchait ainsi, les brevets, on les faisait ensemble. Le club, on allait ensemble, on s'attendait, on s'épaulait, on faisait... Mais Paris-Brest, non. Paris-Brest, c'était chacun pour soi, il faut écouter son corps, il ne faut pas vouloir à tout prix rester avec les copains, parce qu'ils auront les problèmes pas en même temps que vous, parce que, voilà. Et de toute façon, on n'est jamais tout seul sur Paris-Brest, il y a tellement de monde que, on rencontre des gens, donc si on a un gros problème, on trouvera bien quelqu'un pour vous aider. Tu veux dire qu'on n'est jamais tout seul, mais il faut rouler avec soi pour garder son rythme. Il ne faut surtout pas essayer de suivre des gens qui roulent trop vite. Il y en a qui ne roulent pas bien non plus, qui montent les côtes beaucoup trop vite, et puis qui après dans les descentes on se repose et ne font plus rien, alors que moi c'est le contraire, je pense qu'il vaut mieux monter la côte relativement lentement, et dès qu'on est en haut, relancer, et là, quand c'est facile, envoyer. Quand c'est facile, on envoie. Quand c'est dur, on se calme. Alors je veux bien, pardon, ça me semble tellement important que tu répètes ça, les côtes on les monte lentement, et quand c'est facile, c'est là qu'on garde l'énergie, c'est ça? Et voilà, exactement, c'est ça. Et quand c'est facile, il ne faut pas hésiter, là, on peut mettre plus grand braquet, et on avance. C'est pas la peine de faire rouler dans une descente. Si en pédalant on va aller plus vite, on ne va pas se fatiguer, et on va gagner du temps. Donc on dépense moins d'énergie, et on gagne du temps. Oui. Alors qu'une côte qu'on va monter à bloc pour rester avec les plus rapides, là on va se faire mal. Oui. Et là on perd de l'énergie. Oui. Un petit mot quand même sur la sécurité de Paris-Brest, c'est que dans mon souvenir, je voyais beaucoup de gens, je ne parle pas de ceux qui dorment à côté de la route, tout ça, mais rouler en plein milieu, rouler à gauche. Comment vous arrivez à gérer ça? Oui. Ça, c'est la fatigue. La fatigue qui fait prendre des risques. Ça, oui, effectivement, il y a un problème là. Et malheureusement, il y a eu des morts à Paris-Brest. C'est déjà arrivé, et c'était des gens qui se sont endormis, qui sont partis à gauche et qui sont rentrés dans un véhicule qui arrivait en face. Oui. Il faut savoir aussi... Alors le problème du sommeil, ça c'est autre chose. On n'en a pas parlé encore, mais pour en dire 2 mots, si tu veux, Marc. Le sommeil, au début, les premiers Paris-Brest, en général, on ne sait pas gérer l'affaire. Donc on fait ce qu'on peut, quoi. Et puis on dort, à mon avis, un peu trop. Et puis j'ai progressivement compris, notamment au contact d'anciens, qu'on pouvait rester, en fait, on pouvait passer 3 nuits sans dormir. Ça me semblait impossible.
Eh bien, je me suis aperçu que si, c'était possible. C'est possible. La première nuit passe toujours très bien, c'est facile, on est sur l'excitation du départ, bon, on est en forme. La deuxième nuit est dure. La deuxième nuit est dure, sur le matin, il y a un mauvais passage. Alors, il faut peut-être mieux parfois s'arrêter, dormir un quart d'heure, ça se fait, ça, les micro-siestes, les nano-siestes même, tellement c'est court, ça se fait aussi. Mais bon, là, c'est là qu'est le danger. Et puis la troisième nuit, c'est comme la première. On arrive, quoi. Donc il y a l'excitation de... Bon, ça y est, là, on roule. Allez, c'est pas loin, on va y arriver. Donc ça, elle se passe bien aussi. C'est la deuxième qui est dangereuse, mais j'en ai fait beaucoup sans dormir du tout. Et oui, on peut passer, c'est possible. C'est physiquement possible, sans rien prendre. Hein. Un café par-ci, par-là, mais c'est tout. Hein. Pas du tout de comprimés ou de choses curieuses. Non, c'est... Bon, avec l'âge, et comme j'ai parlé de mes problèmes de pencher et tout ça, bon, maintenant, les 2 derniers, j'ai dormi davantage, oui. Quand tu fais 3 nuits sans dormir, en faisant tes 1200 km et quelques, l'atterrissage n'est pas trop dur en termes de fatigue après? Bon, quand tu arrives à Rambouillet, enfin, c'était Saint-Quentin, non, il ne faut pas monter dans la voiture pour rentrer chez soi. Ça, ce serait vraiment extrêmement dangereux. Donc, il faut dormir sur place. On dort 1 heure, 2 heures, 3 heures sur place. Bon, voilà. Après, on est dans le gaz, évidemment, mais bon, ça va quand même. Bernard Roussillou, le président de l'Amicale des Diagonalistes, indiquait que faire une diagonale avant Paris-Brest était un bon entraînement. Ouais. Pour Paris-Brest, tu partages? Ah oui, je partage complètement. Oui. D'ailleurs, ma première en 2011, le but c'était de préparer Paris-Brest. Et là, après, 2011, c'était 2015. Non, 2015, j'ai pu refaire une diagonale après, mais j'avais fait Londres-Édimbourg, j'avais fait la Ronde d'Aquitaine. Madrid, enfin des trucs comme ça, quoi. Des grandes distances aussi, c'est un peu comme une diagonale, oui. Donc diagonale, ça te prépare à Paris-Brest, parce que c'est une distance à peu près équivalente. Oui. Londres-Édimbourg, tu peux en dire un mot par rapport... C'est beaucoup plus intimiste que Paris-Brest. Hein. Oui, c'est plus intimiste, il y a moins de partitions. Moi, quand je l'avais fait, on n'était pas nombreux, on était 300 ou 400. Maintenant, ils sont, je crois, 1500, je suis pas sûr. Hein. Mais la différence avec Paris-Brest, c'est que le club organisateur, c'est-à-dire la UCOR, Audax United Kingdom, prend tout en charge. Les contrôles, les ravitaillements, les dortoirs, tout ça, c'est eux qui l'organisent. À la différence de Paris-Brest, c'est pas les villes-étapes, c'est eux qui sont en responsabilité de l'ensemble de la prestation. Voilà. Mais c'est plus lourd pour l'organisateur. Hein. Il faut tout... C'est sans doute pour ça aussi qu'il limite à, je ne sais plus, 1500 le nombre de participants. Ceci dit, sur le plan de l'esprit, et Londres-Bourlonde, on ne cherche pas à y faire un temps. C'est différent. Je pense que les Anglais sont peut-être plus comme ça, les gentlemen. Et bon, voilà, on roule à son allure, tranquille, sans trop chercher à rouler comme un bourrin. Hein. C'est un peu plus long, Oui, c'est plus long, oui, il y a 1500, oui, c'est plus long. C'est plus long. Oui, il y a des parties un peu plus dures quand même en Écosse, il y a des parties... Mais c'est pas super dur quand même, il n'y a pas des gros pourcentages. C'est très joli, le parcours est très, très agréable. C'est, sorti de la banlieue de Londres. Mais oui, c'est une belle épreuve, Londres. C'est également tous les 4 ans, alternativement avec Paris-Brest. C'est limite aussi, enfin, sur le plan de sécurité, c'est quand même assez dangereux aussi. Moi, je trouve que les routes anglaises sont très étroites. Les Anglais roulent... Bon, limitation de vitesse, je ne suis pas sûr qu'il y en ait ou qu'ils les respectent, mais il y a eu des moments où on a vraiment eu peur sur Londres-Édimbourg. Oui. Veux-tu ajouter autre chose encore? Non, j'ai pas... Attends, là, tu me prends sur la longue distance, les diagonales, ou Paris-Brest, ou une expérience ce sont des expériences que je suis très heureux d'avoir faites. Enfin, c'est plus d'expériences. Ça a rythmé ma vie, Paris-Brest, effectivement, tous les 4 ans, sauf en 75, le deuxième, parce que c'est l'année où je me suis marié, donc je n'ai pas fait Paris-Brest cette année-là. Bon, ceci dit, j'ai aucun regret, parce que ma femme me laisse faire absolument autant de vélo que je veux, et bon, donc, ça, même si j'ai loupé un Paris-Brest en 75, j'en ai gagné tellement après que, bon, ce n'était pas un mauvais choix du tout. Souvent, je compte par rapport à Paris-Brest, oui, voilà, c'est mon point de repère.
Je sais pas, les Indiens disaient à la prochaine lune, mais moi c'est au prochain Paris-Brest. Okay. Et alors, est-ce que le fait de faire une longue distance, un Paris-Brest ou une diagonale, c'est quoi? C'est de la satisfaction de soi? C'est de l'estime de soi? C'est quoi? Tu peux répondre à ça? Ouais, bah, c'est le plaisir de faire du vélo avant tout. Hein. C'est le plaisir de faire du vélo. Et moi, ce que j'aime vraiment sur le vélo, c'est quand ça va bien, et à Paris-Brest, bon, ça va bien en général, c'est que on fait corps avec la machine, quoi. Le vélo est un prolongement de nous, et qui nous permet de multiplier notre vitesse de manière importante, les distances parcourues, etc. Et sans fatigue, parce que c'est un sport assis, c'est un sport porté. C'est vraiment quelque chose d'un peu miraculeux, la bicyclette, quoi, qui permet, et quand on se sent, quand on fait corps avec son vélo comme ça, espèce de symbiose, c'est un peu magique, quoi. J'ai ce sentiment-là, et ça fait passer bien sûr à l'arrière-plan tous les petits soucis du quotidien. Et puis bon, quand on est sur son vélo, c'est comme ça, on a 20 ans, quoi. Même si on sait bien que c'est une illusion, on le sait bien, mais parce que quand il passe un vrai qui a 20 ans et qui vous met tout de suite 10 minutes dans la vue, bon, mais au fond de soi-même, quand même, c'est le sentiment qu'on a, c'est que bon, voilà, c'était comme ça déjà avant et c'est toujours comme ça. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est une école magique, le vélo, la longue distance, pour moi c'est. Et un mot peut-être sur le sport dans ta vie ou le sport en général, sur son importance. Très important, le sport c'est fondamental, mais moi je suis mono-activité. Hein. Beaucoup de gens font plusieurs sports en même temps. Mon fils, par exemple, fait du triathlon. Non, moi, je fais que du vélo. Je joue un peu au rugby étant jeune, mais enfin, ça compte pas. Et non, c'est vraiment... Et le vélo sur le vélo. C'est-à-dire que, bon, faire du home trainer... m'intéresse pas. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de verglas pour que je sorte pas. Sinon, je préfère être même sous la pluie sur mon vélo que dans ma cave sur un home trainer. Ça, c'est clair. Non, c'est la communion avec la nature. Quand on est pris même si la nature, elle n'est pas toujours terrible, hein, et effectivement, il y a de la circulation parfois, il y a du mauvais temps, des routes mal entretenues, mais bon, quand même, on est dehors et voilà. Merci beaucoup Alain, en tout cas, pour ce témoignage, un peu plus important. Merci. Ton retour sera absolument précieux, j'en suis convaincu, pour des diagonalistes confirmés ou d'autres en devenir, ou des gens qui se disent « Tiens, 2027 est un bel objectif pour mon premier Paris-Brest ». Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com. Merci à tous pour vos nombreux commentaires, en tout cas, au sujet de ce podcast. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas. Merci beaucoup Alain. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir. Merci Marc.